Évidemment que, enfin, je ne vais pas dire. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de la question des armes? Parce que clairement, s'il y a une différence entre ce que tu as vécu et ce que tu racontes dans ton bouquin, est-ce que nous, pour certains d'entre nous, on a vécu depuis 1 an, nous, il n'y a personne qui appelle aux armes, quoi. Et ouais, c'est clairement pas, on n'est clairement pas dans des mouvements qui sont non violents ou pacifistes, mais du coup, peut-être pour le formuler comme une forme de question, est-ce que tu penses que les raisons pour lesquelles vous avez pris les armes, elles sont encore là aujourd'hui, ou est-ce qu'elles se sont certainement effacées ou... Non, les raisons sont là, mais les raisons sont là, mais l'idée de faire les pas et de prendre vraiment les armes, je ne dis pas les pavés, hein, les pistolets, les explosifs, bon. Nous, on a eu cette idée. Et probablement c'était on a été les derniers à avoir cette idée en Occident, parce que du point de vue logique, c'était mort au départ. C'était pas dire au départ. C'était mort au Les, départ. oui, l'État est toujours plus fort que toi du point de vue des gens, parce que nous, on a commencé à prendre un pistolet et puis les calas, et tu as les calas, tu trouves un char devant toi, qu'est-ce que tu fais? Une balle de calas sur un char, elle rebondit, hein, fait rien. Hein. Ben, c'est ça. Donc l'État est toujours plus fort que toi, du point de vue de l'armement. C'est possible. Et les révolutions armées ont été possibles à Cuba ou au Nicaragua, où l'État était beaucoup moins puissant, où la guérilla pouvait être autant puissante du point de vue armé que l'État. Mais en Occident, en France, en Italie, maintenant, c'est impossible, évidemment. C'est même pas question. C'est même pas question. Donc, je ne conseille absolument pas de faire des armes aujourd'hui. Hein. Mais indépendamment de la... Mais pour ce qui est de l'autodéfense, là, quand tu tapes dessus... Parce que c'est ça, il y avait l'idée de maintenir à distance. C'est-à-dire que les armes n'étaient pas tant là pour un usage, pour battre militairement l'État, si j'ai bien compris. Non. Mais pour, au contraire, maintenir à distance l'État des formes d'autonomie. Enfin, Non. On avait une idée d'utiliser les armes pour aider, pour faire du syndicalisme armé d'abord, pour appuyer des luttes avec des formes de force de lutte, mais l'erreur parce que nous, en tout cas les autonomes, on n'a jamais eu l'idée des confrontations directes avec l'État comme les Brigades Rouges. Non, les Brigades Rouges, porter l'attaque au corps de l'État avec les armes, vas-y, c'est du suicide. C'est du suicide, laminé. Ils ont fait des choses extraordinaires du point de vue de la guérilla. Après le moment de Moro, 3 mois après le moment de Moro, ils ont attaqué à 12, 15, avec des militaires, tous les sièges de la mosquée chrétienne italienne. Ils ont tué 30 personnes, ça n'existe plus. Avec un niveau d'organisation important, mais c'est en deçà de la possibilité de l'État. Jamais tu arriveras à une confrontation. Donc il vaut mieux laisser tomber au départ. Là, ce que tu dis, c'était aussi le sens de ma question, c'est que le fait que certains autonomes soient passés, disons, à la lutte armée, ça les a pas absolument coupés et marginalisés en gros, et il y a toujours eu des liens avec différentes luttes sociales, ce qui n'a pas été le cas par exemple pour les groupes de lutte armée en France. C'est pour ça que c'était ma question sur l'espèce de circulation et de comment il pouvait toujours y avoir une expérience politique qui n'était pas simplement enfermée dans la seule, dans le rapport armé à la lutte, quoi, dans la seule lutte armée. Non, parce qu'ils se sont clandestinisés à son direct en France et leur armée fraction, ils se sont... Toi, tu dis que vous étiez pas clandestinisés. Mais pas du tout. Mais nous, on n'était absolument pas clandestinisés. On était passe-montagne, d'accord, dans les actions. Hein, oui, non, c'est pas ça. Oh, les lunettes et les perruques. Mais même les brigades rouges n'étaient pas isolées. Les brigades rouges en particulier n'étaient vraiment pas isolées. Hein. Les brigades rouges, c'était des ouvriers d'usine, des Fiat, de Palomeo, des Veneti. Ils n'étaient surtout pas isolés de la masse. Hein. Surtout pas. Hein.
Il était clandestin, mais pas isolé. Mais alors du coup, effectivement, c'est une différence fondamentale. Quand il y a lutte armée, est-ce qu'il y a une effervescence politique réelle et Oui. pas de clandestinisation? Mais en gros, indépendamment de la question de la pertinence logique ou stratégique de la lutte armée, quand tu parles des années de rêve et que vous aviez à la fois une expérience politique de communisme immédiat et qu'en même temps il y avait une effervescence puisque les gens s'organisaient un peu partout, vous, quand vous déliriez un peu, comment vous représentiez la lutte armée? C'est-à-dire comment vous imaginiez que ça pouvait servir la lutte et qu'est-ce que ça pouvait produire et quelle était l'autre étape vers laquelle vous pouviez aller, quoi? Tu vois, c'est difficile, mais en gros, comment vous déliriez, quoi? Quelle était la représentation dans laquelle vous étiez Mais on n'avait pas un programme, une stratégie point par point, tu vois, et un planning. C'est pour ça que je parle de délire et pas de... Non, on marchait au jour le jour, en fait, et action d'action. Et dans les conflits qui étaient devenus de plus en plus justement violents, armés, l'action t'empêche aussi de penser à comment agir, en fait, parce que tu agis au coup par coup, et donc tu n'arrives plus à maîtriser où tu vas, ni comment. C'est comme ça. Oh, c'est un conseil plus ingouvernable, ça, non? Non, il faudrait, c'est vrai. Moi-même, je vois un peu trop pris de plus en plus dans l'action. Parce que tu devais faire face, quoi. Et là, tu oublies de voir bien où tu vas, comment, avec qui. Il faudrait avoir la lucidité, mais c'est pas évident, hein. On peut le dire, mais après, sur le coup, de prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter, de voir mieux. C'est donné à peu de monde. Et puis il y a les autres qui existent aussi, hein. On n'est pas tout seul, hein. C'est l'État, les bourgeois, et d'autres qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là. Et par rapport à ton expérience, dans un état d'esprit anti-autoritaire, est-ce qu'il y avait quand même des gens qui étaient plus suivis ou qui avaient une capacité à influencer les mouvements et les actions? Mais il y en a toujours. Ouais. Il y en a toujours. Dans une proportion... Proportion, je ne sais pas, mais dans tout mouvement collectif, en tout cas, moi, c'est que je sais, l'expérience que j'ai vue, dans tout mouvement collectif, pour le collectif qu'il soit, il y a toujours des individus, hommes ou femmes, agissant plus que d'autres, qui tirent la charrette, quoi, qui donnent l'exemple, qui sont plus écoutés, que sais-je, enfin. Tout étant collectiviste, je pense qu'il y a, et anarchiste, je pense que l'individu aussi compte, et qui est important. Parce que ce sont toujours des individus aussi qui transmettent les messages. Hein. C'est un individu qui arrive dans un bled, qui rencontre, qui parle, et qui ensuite il a suivi. Il faut des gens, les idées ça marche avec des pieds et des têtes des gens. Les idées ne sont pas dans les airs. Hein. C'est toujours incarné, les idées. Et donc il faut des gens qui les portent. Justement, j'avais une question par rapport à ça, vu que là on voit bien que la lutte était beaucoup plus dans le quotidien, dans un communisme immédiat, comme disait Pierre. Justement, une des questions que je me posais, c'était parce que c'est pas parce qu'on décrète qu'on abolit les hiérarchies que du coup il n'y a plus de hiérarchie qui se forme, tout ça. Et bien que du coup la lutte sociale contre la division du travail, tout ça, ça contribue à lutter contre les hiérarchies et les mentalités qui vont avec. Mais est-ce qu'au quotidien vous imaginiez des pratiques qui permettaient, dans une certaine mesure, parce qu'on sait bien que on ne sera jamais égaux complètement plat, et heureusement, mais dans quelle mesure au quotidien vous pensiez le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie qui se recrée? Voilà, c'est ça ma question.
On n'en voulait pas de hiérarchie. On était au départ anti-autoritaire. Et même s'il y avait des gens qui voulaient être chef, quoi. Faut pas les nier. Il y avait des gens qui voulaient être chef et qui ont joué là-dessus. Mais de là à le reconnaître comme tel. Non, mais comment. Effectivement, comment peut-être l'éviter ou combattre ces processus de chefferie, ou je sais pas comment. Oui. Est-ce qu'au quotidien, ça c'est discuter ou pas Parce qu'on sait que par exemple Guattari, il prêtait beaucoup d'attention à ça. Oui. Je ne sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ça et voir des pratiques. C'est une pratique qui empêchait la naissance des chefs en fait. Parce que les mouvements italiens dans les 70, c'est comme les mouvements actuels en France. Certains pourraient dire que ça fait de la faiblesse du mouvement, le fait qu'on ne sait pas qui décide quoi. Ouais. Alors que, moi je suis anti-parti, mais je pense qu'il faut quand même de l'organisation, toujours. Auto-organisation. Mais sans promouvoir des chefs, sans créer des chefs. Alors que, malheureusement, il y a des gens qui voudraient être chefs parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils ont mal couché, que sais-je. Parce qu'ils sont nazes, ils voudraient être bien. Comment l'éviter? Je ne sais pas. Comment l'éviter, c'est empêcher de créer des structures qui puissent permettre des chefs et que des chefs se maintiennent en tant que tels. Et donc, du moment que tu crées des structures horizontales où il n'y a pas de chefs, où tu décides collectivement, en principe, ça ne veut pas permettre un sens de chef. Alors, le problème, c'est que si tu fais une assemblée et tout est décidé en assemblée, vous savez parfaitement que décider qu'ils sont en assemblée, c'est compliqué et souvent on n'arrive pas à une décision. Et donc, comment faire? Même en termes d'un collectif, voilà, il ne faut pas donner des places institutionnelles des chefs, des fonctions des chefs, c'est ça qu'il faudrait éviter. Qu'il y ait des collectifs, même minimes, des groupes restreints, pas les chefs. Je ne vois pas d'autres alternatives, parce que du moment où tu promets quelqu'un, président, PDG, directeur de quelque chose, ben ça fait un chef. Quoi. Qui a une fonction, ben ça fait un chef, ça fait un, et ça permet à l'autre de se maintenir en tant que tel. Donc il faut éviter ça, et donc la seule façon de faire, c'est qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de fonction de chef, c'est tout. Qu'il puisse y avoir un collectif restreint qui prend des décisions, parce qu'à un niveau assemblée c'est plus compliqué. C'est nécessaire souvent, je ne vois pas comment autrement. Surtout pour faire des relations, c'est compliqué. Oui, parce que ça. Mais autrement, oui, il faut éviter ça. Mais c'est une très bonne question parce que je ne sais pas comment le résoudre. Hein. Sinon, pas une question de mentalité, parce que moi, un anard chevronné, disons, moi j'ai toujours, je ne vais pas être chef, je ne vais pas être commandé, je ne vais pas commander. Et donc j'agis en conséquence. Mais je ne sais pas si tous les autres sont comme ça. Moi je n'ai connu qu'ils ne sont pas comme ça. Qui ne veulent pas te commander, mais s'ils peuvent commander, ils veulent bien. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter de donner moyen à quelqu'un qui veut être chef de l'être. Quoi. Bon, après on devient Mélenchon. Quoi. Ou l'autre sous-fif, la Corbière. Alexis Corbière. Les bras droits de Mélenchon. Alexis Corbière, pareil, c'est notre petit chef. Alexis Corbière.